Profitez pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le rituel du cheval à bascule. Vous est-il déjà arrivé de voir des souvenirs amers refaire surface? Comme cette fois, lorsque votre soi-disant meilleur ami vous a dénoncé à la maîtresse alors que vous lui avez fait jurer de ne rien dire. Ou cette fois-là, lorsque vous avez vu de vos propres yeux votre animal de compagnie se faire renverser par un chauffard à moitié soûl. Vous vous souvenez de cette sensation? Ce sentiment de vengeance assez intense pour vous pousser à commettre l'irréparable? Ça y est, vous vous en souvenez? Bien. Gardez ce sentiment dans un coin de votre tête, car aujourd'hui, je vais vous donner une seconde chance. Je vais vous faire part d'un rituel qui vous permettra de vous alléger l'esprit en changeant votre passé, en accomplissant quelque chose que vous auriez dû faire depuis bien longtemps, ou tout simplement en prenant votre revanche envers quelqu'un ou quelque chose. Le rituel consiste tout bonnement en un goûter. Enfin, un goûter des plus singuliers, croyez-moi. Pour réaliser ce rituel, vous devrez vous munir d'au minimum 2 paquets de biscuits. Ah, et très important, il faut que ce soit vos préférés. Vous emmènerez également un briquet, un stylo, et pour finir, un carnet entièrement vierge. Peu importe la taille ou le nombre de vos feuilles, du moment qu'il est possible d'écrire dessus. Lorsque vous serez prêt et que le dernier des 12 coups de minuit aura retenti, vous devrez vous rendre dans le parc où vous aviez l'habitude d'aller étant enfant. J'espère pour vous que vous savez où il se situe. Lorsque vous en serez sûr et certain, approchez-vous de l'entrée. Mais avant de rentrer dans l'enceinte du parc, vous devrez faire un petit effort de remémoration. Est-ce que dans votre parc, il y avait un cheval à bascule? Si vous n'arrivez plus à vous en souvenir, vous devrez partir. Vous ne devrez pas continuer le rituel. Mais si malgré mes avertissements, vous vous entêtez à poursuivre, sachez que je ne suis en aucun cas responsable de ce qui vous arrivera. Et si la réponse à ma question est oui, alors vous devrez le repérer au plus vite et vous en approcher. En revanche, si la réponse est non, sortez de votre poche le stylo et le bloc-notes. Imaginez à quoi ressemblerait un cheval à bascule à l'intérieur du parc et dessinez-le sur votre feuille. Enfin, vous devrez entrer dans le parc pour déposer votre dessin dans un endroit assez spacieux. Approchez la flamme de votre briquet de la feuille et écartez-vous ensuite de cet endroit. Fermez les yeux et tendez l'oreille. N'essayez en aucun cas de voir ce qui se passe tant que vous n'aurez pas la certitude d'avoir entendu un grincement venant de l'endroit où repose votre papier incandescent. Cette opération peut prendre jusqu'à 25 minutes. Cela dépendra de votre foi en ce rituel. Lorsque vous ouvrirez les yeux, si tout s'est bien passé, un enfant se balancera d'avant en arrière sur sa nouvelle monture fraîchement créée. Néanmoins, si le cheval à bascule était déjà là avant votre arrivée, alors vous devrez vous-même monter dessus et commencer à vous balancer. Un enfant devrait rapidement s'approcher de vous. Lorsque vous le verrez, cet enfant vous rappellera vaguement une personne. Ses habits, sa casquette, ses lunettes vous sembleront familiers, mais vous ne saurez pas exactement de qui il s'agit. Une fois que vous serez proches l'un de l'autre, si vous étiez sur la monture à bascule, vous devez descendre pour ne pas paraître impoli devant l'enfant. N'oubliez pas que c'est son parc et que vous n'y êtes pas le bienvenu. De la même manière, si l'enfant était sur le cheval à bascule, il descendra de son plein gré. Au fur et à mesure que le temps passera, les traits de l'enfant vous sembleront de plus en plus familiers jusqu'à ce que vous vous rendiez compte qu'il s'agit en réalité d'une autre version de vous. À ce moment, vous vous rappellerez de ce pourquoi vous avez fait le rituel. Toutes vos émotions ressurgiront dans votre tête, dans les moindres détails. L'enfant vous questionnera alors sur les raisons de votre venue, mais ne lui répondez pas tout de suite. Tendez-lui un des 2 paquets de biscuits.
Il vous saisira alors soudainement la main, mais ne sursautez pas. Vous risqueriez de lâcher le paquet de biscuits. Vous ressentirez une froideur des plus brûlantes, semblable à une engelure. Au risque de me répéter, ne lâchez surtout pas le paquet de biscuits. Il pourrait prendre cela pour une insulte et vous gèlerez les membres un par un, provoquant un arrêt de toutes vos fonctions vitales, vous tuant sur le coup. Attendez que sa main se desserre pour y déposer les biscuits. Il les observera pendant un petit instant et vous demandera si vous voulez vous joindre à lui pour son 4 heures. Vous devrez accepter. Si vous refusez son invitation, il partira tout simplement. Dans ce cas précis, vous disposerez d'environ une quinzaine de secondes pour vous enfuir de ce parc avant qu'il ne revienne en compagnie d'un adulte. Ceux qui ont aperçu cet adulte témoignent l'avoir vu se tordre dans tous les sens dans un grincement semblable à celui du cheval à bascule de tout à l'heure. Cependant, si vous acceptez son offre, l'enfant s'assiera sur un rebord non loin de l'entrée et vous posera, de manière plus amicale cette fois-ci, plusieurs questions auxquelles vous pourrez répondre si vous le souhaitez. Quand vous et le petit aurez fini de manger vos biscuits, ce dernier vous remerciera et vous demandera d'une voix réservée l'événement que vous voulez changer. Vous lui direz alors l'époque à laquelle s'est déroulé le motif de votre venue. Vous n'avez pas besoin de détailler. N'oubliez pas qu'il partage vos souvenirs. C'est alors qu'il vous y enverra. Tous ceux qui ont déjà essayé le rituel diront s'être sentis mal à l'aise dans leur corps lorsque leur version enfantine les a envoyés dans le passé. Et la raison à cela est simple. Vous ne pouvez pas exister 2 fois au même moment. Vous devez alors vous dépêcher de réaliser ce pourquoi vous êtes venu. Car si vous prenez trop de temps ou si vous oubliez ce pourquoi vous êtes là, votre malaise s'intensifiera de plus en plus jusqu'à ce que vous vous évanouissiez. Et vous resterez donc perdu entre la vie et la mort pour l'éternité. Si vous réussissez à modifier votre souvenir comme vous le souhaitiez, vous serez réintégré au monde auquel vous appartenez. Vous vous trouverez là, au beau milieu d'un parc, mais l'enfant ne sera plus avec vous. Vous pouvez rester dans le parc ou alors rentrer chez vous si vous le souhaitez. Cela n'a que très peu d'importance car le rituel est terminé. Mais méfiez-vous à présent. Il se peut que si vous passez non loin d'une aire de jeu pour enfants, vous sentiez la présence de quelqu'un ou que vous entendiez des grincements. Ce sont là les preuves que le petit enfant vous observe. Et une chose est sûre, si vous remettez les pieds sur son terrain de jeu, il ne vous accueillera pas 2 fois de la même façon. La petite madame, je sais tout. Elle s'appelait Sarah, mais personne, absolument personne, ne l'appelait ainsi. C'était presque comme si ce prénom simple et doux ne lui appartenait pas tout à fait. Non, car Sarah savait tout. Elle portait en elle un savoir étonnamment vaste, une compréhension presque surnaturelle des choses. Sarah excellait en tout. Les chiffres complexes des mathématiques semblaient danser au bout de ses doigts comme une symphonie bien orchestrée, et les subtilités de la langue anglaise s'offraient à elle comme un jeu d'enfant. Les dates et événements de l'histoire, les mouvements fluides de l'art ou les énigmes de la science, rien ne lui échappait. Elle savait aussi des choses qu'un enfant de son âge n'aurait pas dû savoir. Par exemple, Sarah savait que le soleil, bien qu'il se lève et se couche chaque jour avec une régularité réconfortante, n'était pas une planète, mais une étoile colossale, brûlant dans l'immensité froide de l'univers. Elle savait avec une simplicité troublante comment on fait les bébés, et elle parlait de ce sujet comme si c'était une évidence, sans une once de gêne ou d'embarras. Mais surtout, ce qui fascinait et effrayait en même temps ceux qui croisaient sa route, c'était que Sarah savait ce qui se passait après la mort. Elle savait, parce que Sarah, à un moment donné de son existence, était morte elle aussi. Sarah évoquait parfois ce qu'elle appelait l'avant et l'après. Elle parlait d'un avant Sarah, un temps mystérieux dont les contours semblaient flous et énigmatiques. Pourtant,
elle restait discrète sur ce sujet. Les mots qui auraient pu donner un sens à cet avant étaient comme des fragments épars, retenus par une barrière invisible. Mais si elle était avare de confidences sur cet aspect de sa vie, elle s'exprimait sans retenue sur d'autres choses. Sarah racontait des souvenirs qui semblaient tirés d'une vie bien plus longue que celle d'un enfant. Elle parlait de randonnées à travers des paysages spectaculaires, où des montagnes imposantes s'élevaient comme des gardiens silencieux, et de nage au milieu de poissons aux couleurs chatoyantes, dans des eaux cristallines qui semblaient appartenir à un autre monde. Elle abordait aussi des sujets plus triviaux, comme la politique, avec une assurance déconcertante, ses mots semblant souvent dépasser en maturité ceux des adultes qui l'entouraient. Cette manière qu'avait Sarah de parler comme une adulte dans le corps d'un enfant fascinait autant qu'elle dérangeait. Pourtant, malgré son intelligence, certains enseignants n'appréciaient guère la petite Sarah. Parmi eux, Mademoiselle Nelly était la plus hostile. Cette femme, au regard dur et aux gestes brusques, semblait nourrir une aversion particulière pour la jeune fille. Parfois, alors que la classe s'affairait dans un brouhaha studieux, un étrange duel silencieux se jouait entre elles. Mademoiselle Nelly fixait Sarah, ses yeux perçants semblant chercher à percer un mystère invisible. Et Sarah, imperturbable, soutenait son regard avec une intensité presque intimidante. Ces moments de tension flottaient dans l'air comme une menace non dite. Les autres élèves, bien trop absorbés par leurs livres ou leurs conversations, ne semblaient rien remarquer. Mais il y avait quelque chose de profondément troublant dans ces échanges silencieux. Et malgré tous ses efforts pour dissimuler son malaise, ce que tout le monde finit par remarquer, c'était que Mademoiselle Nelly détestait Sarah. Cette animosité transparaissait dans chaque geste de l'enseignante. Ses remarques froides, ses critiques acerbes et son incapacité obstinée à adresser un sourire à la petite. Ses lèvres, fines et constamment pincées, semblaient retenir un flot de mots et d'insultes qu'elle ne pouvait pas prononcer. Et quand elle osait enfin croiser le regard de Sarah, ce n'était que pour détourner les yeux presque immédiatement, comme si elle avait aperçu quelque chose de terrifiant. Car Sarah savait. Elle savait tout. Et surtout, Sarah connaissait un secret que Mademoiselle Nelly aurait tout donné pour enfouir à jamais. Ce secret, c'était celui de l'avant Sarah. Mademoiselle Nelly savait ce qui s'était passé cette nuit-là, la nuit où son fils, cet homme perturbé et rongé par la colère, avait pris une vie. Elle se souvenait du corps brisé, fragile comme une poupée, que son fils avait jeté dans les eaux sombres et calmes du lac près de leur maison. Elle avait aidé à dissimuler le corps, à enterrer cette preuve macabre de leur crime. Mais ce qu'elle n'avait jamais imaginé, c'était que cette femme reviendrait. Pas sous la forme d'une ombre ou d'un fantôme, mais sous celle d'une enfant. Et cet enfant, le jour où elle entra pour la première fois dans la classe de Mademoiselle Nelly, s'arrêta devant elle et prononça ces mots qui résonnent encore dans l'esprit tourmenté de l'enseignante. « Je sais ce que vous cachez au 34 rue des Acacias et sous le hangar. » Quand j'avais 8 ans, une pandémie a décimé les enfants du monde entier. Je sais exactement pourquoi. J'avais 8 ans quand le premier enfant est mort, le patient zéro, Abigail Lilly, qui me criait dessus parce que j'avais touché à ses Legos. Il est tombé raide mort devant nous. Ben Carson a suivi, s'effondrant en cours de mathématiques. Puis Jasper Michaels, les yeux révulsés pendant que tous les élèves étaient rassemblés. Je le regardais fixement, attendant que les professeurs remarquent qu'il chantait sur les lèvres le serment d'allégeance. Mais il est mort lui aussi. Les enfants ont commencé à tomber dans les couloirs, sur leurs bureaux et même dans la rue. Ce n'était pas seulement dans ma ville. Les décès d'enfants sont montés en flèche dans tous les États-Unis. Un institut a insisté sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'un virus ou d'une épidémie. Ce n'était pas contagieux.
Il s'agissait d'une pandémie qui n'avait aucun sens. À ce moment-là, 50% des enfants de ma ville avaient disparu. Il n'y avait pas assez de housses mortuaires et les familles étaient trop effrayées pour s'approcher des corps. Les scientifiques ont juré qu'il ne s'agissait pas d'un virus, bien que le monde entier ait crié le contraire. Tout ce que je savais, c'est que l'école avait été annulée pour une durée indéterminée et que les gens craignaient pour leurs enfants. La plupart des enfants dans ma rue étaient morts. Je jouais seul jusqu'à ce que les gens commencent à me jeter des pierres, me qualifiant de mauvais présage, vu que j'étais en vie. Alors, je suis resté à l'intérieur. À mon 10e anniversaire, la moitié des enfants du monde avaient disparu, et les survivants comme moi étaient traités comme des animaux. Il est devenu illégal d'héberger des personnes de moins de 18 ans. Ma ville était indulgente cependant. À 16 ans, il ne restait plus que 3 d'entre nous. Moi, Kiara et Kenji. Comme l'école avait été abandonnée quand nous étions petits, nous avons fouillé les maisons pour trouver de la nourriture. Quand le nez de Kiara a commencé à saigner, j'ai compris ce qui se passait. Je l'ai tenue dans mes bras lorsqu'elle est morte, son visage appuyé contre mon épaule. Elle n'a pas crié ni pleuré comme les autres. Et Kenji a été le suivant. Ses yeux se sont révulsés comme ceux du patient zéro. Il a bafouillé « putain » et j'ai reculé, comme s'il était contagieux. Il m'a demandé s'il allait mourir, mais je lui ai dit que ce n'était qu'un saignement de nez et je me suis étouffé avec mes mots. Et quand son corps est devenu mou, il s'est écroulé sur le sol. Comme Kiara, je l'ai pris dans mes bras, et les mots qui m'étouffaient violemment depuis que j'étais petit ont jailli de ma bouche. Je lui ai dit « Il faut que je te dise quelque chose ». Les lèvres de Kenji formèrent un petit sourire. Ses yeux s'écarquillèrent. Il m'a demandé ce que c'était. Je l'ai doucement allongé et j'ai couru jusqu'à la maison, parcourant des prospectus promettant de nouveaux lendemains aux survivants d'un centre d'essai nouvellement ouvert. Kenji était un évadé. Ce n'était pas un centre, c'était une prison. J'ai crié « Maman » en me jetant sur les marches du sous-sol. Elle n'avait pas bougé depuis que j'avais 7 ans, après la mort de mon petit frère et de ma petite sœur. Mais ses mains avaient bougé et bougé encore. Des gribouillis ensanglantés couvraient les murs, les plus récents dégoulinant encore dans une langue que je ne connaissais ni ne comprenais. Kenji, Kiara et sans doute tout le groupe d'enfants enfermés dans le centre de test, ou plutôt la prison. Je me suis agenouillé à côté de ma mère en criant « Maman » et en arrachant les anciens monogrammes de ses doigts squelettiques. « Arrête !» j'ai chuchoté. Mon regard s'est porté sur le mur. Je lui ai dit que mon petit frère et ma petite sœur, Sam et Poppy, ont assez d'amis pour jouer maintenant dans leur monde. Écoutez vos enfants. Mon fils est un bon garçon. Il est malin pour son âge, et il essaie vraiment d'être le plus gentil possible avec les autres enfants. Quelquefois, il fait des erreurs, mais comme tous les autres enfants, il a ses propres raisons pour justifier ce qu'il a fait, avec une logique enfantine imparable. C'est ce que dit maman quand elle est en colère. C'est pas grave si je l'ai traité de trou du cul, c'est comme ça que tu appelles tes collègues quelquefois. Il fallait que je casse l'écran pour laisser sortir les petits personnages à l'intérieur, ils étaient prisonniers. Bah, Rebecca, une fois, elle a amené son chaton à l'école dans son cartable, alors moi aussi j'ai le droit. Je veux dire, ça peut avoir du sens, mais cette vision hyper simplifiée du monde peut être problématique. Certaines choses ne sont pas convenables juste parce que d'autres le font. Mais on est des adultes, donc on sait tous ça. Ce qui nous amène à ce qui s'est passé il y a quelques jours. J'ai été garé sur le parking de l'école, attendant que les instituteurs accompagnent les petites sections jusqu'au portail. J'allais récupérer mon fils et son ami Jérémy,
Un bel après-midi de jeu et un bon goûter les attendaient à la maison jusqu'à ce que les parents de Jérémie viennent le chercher. Les enfants sont sortis du bâtiment et mon petit Andrew est venu me rejoindre, plein d'excitation. Derrière lui le suivait Jérémie d'un pas hésitant, l'air très grognon. « Andy, pourquoi ton copain a l'air si ronchon ?» lui ai-je demandé, alors qu'il s'approchait de la fenêtre de la voiture. Mon fils m'a répondu d'un ton dramatique. Il vient juste de se souvenir que sa maman avait fait des cookies hier et qu'il n'en aura pas aujourd'hui. Eh bien, si le fait de venir à la maison le rend si triste, peut-être que je devrais appeler ses parents pour qu'ils viennent le récupérer maintenant. « Non, papa, je sais quoi faire !» rétorqua mon fils. Il a souri et s'est dirigé vers son ami. Voilà ce qu'il lui a dit. « Hé, Jérémie, on a des glaces, des cookies et même la nouvelle Xbox. Tu peux venir jouer avec nous, ça sera plus amusant que de rentrer maintenant. On te ramènera même à la maison en voiture après. » Après ça, il a commencé à tirer la manche de son ami pour le faire rentrer dans la voiture. Mais je suis rapidement sorti de celle-ci. « Attendez un peu les garçons, je dois parler à mon fils un instant. » J'ai emmené mon fils à l'écart. « Hé, tu peux pas mentir de la sorte à ton ami juste pour le faire venir jouer avec toi à la maison. Il ne sera pas content de voir qu'une fois à la maison, rien de cela n'était vrai. » « Mais c'est ce qu'on fait tout le temps avec oncle Tim pour trouver des amis pour jouer avec moi chez lui, » m'a-t-il répondu avec un regard sceptique. « Quels amis ? Oncle Tim et moi, on va au parc des fois, et on ramène des amis pour jouer. Ils les ramènent chez eux après, alors c'est bon, » m'a-t-il répondu. C'était le jour où j'ai appris que mon beau-frère avait kidnappé et assassiné plus de 30 enfants en utilisant mon fils comme appât. Andrew pensait que ses amis du parc rentraient toujours chez eux, mais Dieu sait ce qui leur arrivait avant d'être brutalement tués. Des fois, il faut vraiment prêter attention aux raisons qu'ont les enfants de faire ou de dire certaines choses. Ma sœur m'a prévenu de ne pas regarder le tableau. J'aurais dû l'écouter. Tout a commencé lorsque Mélanie, ma sœur, est revenue dans notre vie natale. Elle était l'une des meilleures restauratrices d'art, mais son dernier travail avait été trop dur. « Ce n'était pas les tableaux, » dit-elle, la voix tendue. « C'était quelque chose à l'intérieur. » Elle n'a pas voulu en dire plus. Lorsque Mélanie est revenue, elle n'a apporté qu'une seule chose, une immense toile, enveloppée dans un drap sale et jauni. Elle était aussi grande qu'une porte. Je lui ai demandé ce qu'elle en pensait. Elle m'a pris le bras. « Évite de la regarder, » a-t-elle dit. « Jamais. » Ce soir-là, pendant qu'elle se douchait, je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai tiré le drap vers l'arrière. Le tableau représentait le visage d'une femme. Pas seulement un visage, mais un visage qui ne devrait pas exister. Ses proportions étaient fausses. Ses yeux étaient trop grands. Ses lèvres étaient minces, figées dans un sourire étouffant. Ses iris étaient trop sombres comme des puits sans fin. Quelque chose m'a frappé. Le visage n'était pas peint sur la toile. On aurait dit qu'elle était à l'intérieur, pressée contre elle, piégée. Ses yeux me suivaient quand je bougeais. Quand je me suis retourné pour la couvrir, je jure que j'ai entendu une respiration, douce, peu profonde. Cette nuit-là, j'ai rêvé d'elle, la femme. Elle se tenait au pied de mon lit, souriant de ce même et mince sourire. « Tu m'as vu, » a-t-elle dit. Sa voix était sèche comme du papier. Sa main s'est approchée de mon visage. Je me suis réveillé en hurlant. Mélanie fait irruption dans ma chambre. Elle était pâle, furieuse. « Tu as regardé, n'est-ce pas ? Tu as regardé ?» Elle a traîné le tableau au sous-sol et elle ferma la porte à clé. « Elle se nourrit d'attention. » a-t-elle marmonné. Plus tu la regardes, plus elle se rapproche. Je pensais alors que tout était fini, mais ce n'était pas le cas. Les rêves ont empiré. Je me trouvais dans une galerie sans fin. Les murs
était couvert de peinture. Chaque tableau la représentait, la femme. Parfois, elle pleurait. D'autres fois, son sourire fendait son visage. Le pire, c'était de voir des gens que je connaissais. Leur visage était déformé. Ils criaient silencieusement à l'intérieur des cadres. Une nuit, j'ai entendu Mélanie pleurer dans la cave. Je l'ai trouvée là, les jambes croisées, fixant le tableau. Il avait changé. Les lèvres de la femme étaient ouvertes. Mélanie ne voulait pas me regarder. « Elle ne veut pas me laisser partir. » a-t-elle marmonné. J'ai regardé trop longtemps. Elle est presque là. J'ai regardé la toile. Quelque chose avait changé. La femme me regardait directement. Et sa bouche a bougé. « Apporte-m'en plus. » Le lendemain matin, Mélanie n'était plus là. Ses chaussures étaient encore près de la porte. Son téléphone était en charge sur le comptoir de la cuisine. Il ne restait plus que le tableau. Il trônait au milieu de la pièce. Le visage de la femme était plus clair, plus défini, plus proche. Et elle souriait. Je ne peux plus m'arrêter de la regarder. Quand je ferme les yeux, je la vois. Quand je me détourne, je sens ses doigts sur mon cou. Hier soir, je jure avoir entendu une voix dans le cadre. Mais ce n'était pas la sienne, ce n'était pas la voix de la femme. C'était celle de Mélanie. Elle est presque sortie. Si vous trouvez une peinture enveloppée dans une feuille jaunie, par pitié ne la regardez pas. Et ne la laissez pas vous voir non plus. Elle veut juste être vue. Une collection particulière. Voici l'extrait d'une confession d'un condamné à mort à son avocat. Je n'ai pas toujours eu cette capacité, celle de voir les fantômes. Je n'ai été capable de les voir qu'une fois que j'avais commis mon premier meurtre. Je m'en souviens comme si c'était hier. La petite Laura. Elle était si mignonne, les cheveux blonds bouclés, un visage d'ange toujours souriant, une adolescente qui croquait la vie à pleines dents. Je l'ai suivie alors qu'elle rentrait du lycée et je l'ai attrapée dans le petit parc qu'elle traversait pour se rendre chez elle. Bien sûr, je l'ai violée avant de l'égorger et de l'enterrer dans un coin de ce même parc. C'était mon premier meurtre. Et j'avais quand même assez assuré parce que jusqu'à maintenant, personne n'a jamais retrouvé son corps. Et c'est peu de temps après que je l'ai vu, son fantôme. Il était transparent, silencieux. Il se tenait au pied de mon lit et ne faisait rien d'autre que me regarder, avec un air inquisiteur. Bien sûr, j'étais mort de trouille au début. Je pensais qu'elle était là pour se venger, pour me hanter, ou bien pour me pousser au suicide, d'une manière ou d'une autre. Mais elle restait là sans rien faire. Elle me regardait fixement tout le temps. J'ai bien essayé de m'en débarrasser avec du gros sel, de l'acier comme dans les films, mais rien à faire. Elle était intangible. Je ne pouvais pas la toucher et elle ne pouvait pas me toucher. Finalement, ce n'était qu'un fardeau qui me suivait. Peut-être espérait-elle que j'ai des remords, qu'elle me ferait avoir des cas de conscience, mais malheureusement pour elle, je n'en avais aucune de conscience. Au contraire, j'avais bien envie d'ajouter quelques fantômes à ma collection, donc j'ai commencé à chercher d'autres victimes, comme cette personne de 32 ans, que j'avais trouvée grâce à un site de rencontre. Après l'avoir attirée à l'écart dans une ruelle, je l'ai éventrée et laissée pourrir là. C'était ma première victime connue, celle qui a lancé ma légende, celle du tueur de minuit, car j'avais l'habitude de tuer mes victimes pile à cette heure-là. Comme prévu, en me réveillant, je n'avais pas un fantôme, mais deux. À côté de Laura, le fantôme de ma victime de la veille, avec la même expression sur son visage. Cette expression que j'allais voir sur de plus en plus de visages, car je n'étais pas prêt de m'arrêter en si bon chemin. J'ai donc continué à tuer, de plus en plus souvent,
de plus en plus parfaitement, et ma collection de fantômes grandissait de jour en jour. C'était presque une petite armée qui me suivait partout, en me fixant du regard. Ah, si les autres pouvaient voir ce que je voyais. Chaque visage était un hymne à ma gloire, à mon œuvre. Chaque visage me rappelait le soir où je l'ai assassiné. Je vivais les plus beaux jours de ma courte vie. Mais un événement a tout fait basculer. Quelqu'un avait eu la bonne idée d'imiter mon modus operandi et de tuer des gens de la même manière que moi. Mais ces victimes, il ne les choisissait pas au hasard, car il suivait mes pas. Il tuait alors les personnes de la même famille que mes victimes, leur oncle, leur père, leur mère, leur sœur, jusqu'à ce que je le retrouve. Il avait tout d'un fan inconditionnel. Il m'a même demandé un autographe, que je lui ai bien sûr signé avec son propre sang. Mais ce qui est intéressant, ce n'est pas ce copycat minable, mais ce qui s'est passé après. Au matin, son fantôme avait bien rejoint les autres, mais cette fois, cela ne me regardait plus. Ils étaient bien trop occupés avec le nouvel arrivant. Ils le torturaient, d'une façon ignoble. Même moi, qui étais habitué à voir ce genre de choses, je ne pouvais pas m'empêcher de détourner les yeux de ce spectacle barbare. J'ai même eu de la pitié pour ce minable, c'est peu dire. Puis, j'ai enfin compris. J'ai compris pourquoi ils me suivaient, pourquoi ils ne disaient rien. Ils attendaient. Ils attendaient que mon heure soit venue, que je rejoigne enfin le royaume des esprits, pour qu'ils aient enfin leur vengeance. Comme pour ce copycat minable, ils avaient de grands projets pour moi, et pour cela, il ne leur fallait qu'attendre ce moment. Et en leur qualité de fantôme, attendre, c'est ce qu'ils savaient faire de mieux. Bien sûr, j'ai essayé de m'excuser, j'ai pleuré, j'ai imploré, mais rien n'a changé. Il restait de marbre, et rien que je fasse ne pouvait changer mon destin. Au bout d'un certain temps, je m'y suis résigné. À quoi bon? Maintenant que la police m'a attrapé, et que je vais bientôt passer sur la chaise électrique, j'ai peur. J'ai vraiment peur, car je suis le seul homme sur Terre qui sait ce qu'il attend après sa mort. Une éternité de torture, infligée par les fantômes de ses victimes. Et ça, elles le savent bien, car je les vois en ce moment même, alors que je vous raconte mon histoire. Ce n'est plus cette expression qui m'accueillait chaque matin. Non, maintenant, pour la première fois, je les vois sourire. Le réveillon de Noël. C'est cette période de l'année où l'air est rempli d'une douce féerie. Les rues sont illuminées de guirlandes scintillantes, les fenêtres des maisons sont décorées de flocons de neige en papier et de lumières chaleureuses qui dansent doucement dans la nuit glaciale. Sous le sapin, soigneusement décoré avec des boules de Noël rouges et dorées, des cadeaux sont empilés, emballés dans des papiers chatoyants avec des rubans délicatement noués. Sur le comptoir de la cuisine, des biscuits faits maison sont alignés avec soin, leur odeur de cannelle et de chocolat remplissant la maison d'une chaleur réconfortante. C'est une ambiance de fête parfaite où chaque détail semble chanter les joies de Noël. Mais au cœur de cette maison paisible, une ombre rôde. Je me tiens dans le couloir, à l'entrée de la chambre du petit garçon. La porte est entr'ouverte, laissant filtrer une faible lumière nocturne. L'enfant dort profondément, enveloppé dans une couverture au motif de rennes et de flocons. J'avance à pas feutrés, mes chaussures à semelles douces glissant silencieusement sur le parquet. Mon souffle est calme, contrôlé. Je tends une main pour pousser doucement la porte et la fermer complètement, m'assurant que rien ne viendra troubler ce moment sacré. Mais la porte, usée par le temps, émet un léger grincement, un son à peine audible, mais suffisant pour tirer l'enfant de son sommeil. Je l'entends bouger dans son lit, remuant doucement sous les draps. Il ouvre lentement les yeux, son visage innocent marqué par la confusion d'avoir été réveillé au milieu de la nuit.
Il se frotte les yeux avec ses petits poings avant de murmurer d'une voix encore engourdie par le sommeil. « Papa Noël, c'est toi ?» Je me tourne vers lui, esquissant un sourire bienveillant. Mon visage se détend dans une expression chaleureuse et rassurante. D'une voix douce, presque chantante, je lui réponds « Joyeux Noël, mon enfant! Retourne te coucher, tu n'es pas censé me voir. » Il me regarde avec émerveillement, ses grands yeux bruns étincelant dans la pénombre. Je peux presque lire dans son regard l'excitation mêlée d'hésitation, comme s'il n'était pas sûr de ce qu'il voyait. Je fais un geste apaisant de la main, lui intimant de se rendormir, avant de me retourner pour refermer la porte. Mais alors que je fais un pas en arrière, un autre son attire mon attention. Des voix étouffées, lointaines, mais indéniables. Elles résonnent dans la maison, un murmure à peine perceptible, comme un écho réfracté par les murs. Mon sourire se fige, je m'arrête, tendant l'oreille. L'enfant, curieux, relève la tête, sa voix innocente perçant le silence. « Où sont tes parents? Ils ne devraient pas me voir non plus. » Il lève un doigt, pointant silencieusement vers le plafond, là où se trouve la chambre des adultes. Son geste est lent, presque mécanique, et il reste immobile, ses yeux fixant un point invisible dans l'obscurité. Je lui fais un clin d'œil, une dernière tentative de préserver l'illusion. Puis, avec précaution, je referme la porte. Le clic de la poignée résonne faiblement, se mêlant à l'atmosphère chargée. Je déteste le désordre. Je me tiens là, immobile, pendant une fraction de seconde qui semble s'étirer à l'infini. Puis, doucement, presque rituellement, ma main glisse vers ma poche. J'en sors un couteau, sa lame brillant faiblement sous la lumière tamisée qui filtre des fenêtres. L'acier froid repose confortablement dans ma paume, comme une extension de moi-même, un outil précis pour une tâche qui doit être accomplie avec soin. Je monte les escaliers, un pas après l'autre, mon rythme mesuré et constant. Les marches grincent légèrement sous mon poids, mais le bruit est absorbé par les ténèbres enveloppantes. Le murmure des voix devient plus distinct, une cacophonie presque musicale qui résonne dans ma tête. À chaque pas, je sens une tension croissante, une énergie qui pulse dans l'air, comme si la maison elle-même retenait son souffle. J'arrive devant la porte de la chambre principale. Elle est fermée, mais une lueur pâle s'échappe par les interstices, projetant une mince ligne de lumière sur le parquet sombre. Je pose une main sur la poignée, mes doigts fermes, mais silencieux. Le couteau dans ma main droite est prêt, sa lame inclinée légèrement vers le bas, comme une promesse en attente d'être tenue. Je déteste vraiment le désordre. Et je compte bien continuer à faire ce sale travail, peu importe si c'est Noël. Quant au Père Noël, j'ai arrêté d'y croire le jour de mes 8 ans, qui se trouve être le 24 décembre, quand des parents ivres ont tué les miens dans un accident de voiture. Je ne suis pas le Père Noël, mais je compte bien finir ma tournée de cadeaux pour toutes les personnes qui figurent sur la liste des parents qui n'ont pas été sages. Si vous trouvez un cadeau non ouvert sous votre sapin le jour de Noël, appelez la police. Je vais faire aussi court et aussi clair que possible. Si vous trouvez sous votre sapin, le jour de Noël, des cadeaux que vous n'avez pas placés là, appelez la police. Quittez la maison immédiatement et quoi que vous fassiez, n'ouvrez pas le cadeau. J'ai vécu avec ma femme, Maria, et mes 2 jeunes garçons à Melbourne, en Australie. C'est de là que ma femme est originaire, et la majeure partie de sa famille vit à moins d'1 heure de chez nous. Le jour de Noël, nous avons généralement beaucoup de cadeaux sous le sapin. Des cadeaux pour moi et ma femme, des cadeaux pour les grands-parents, des cadeaux pour les garçons, tout y est. Et c'est pourquoi, à Noël dernier, nous ne nous sommes pas inquiétés lorsque j'ai trouvé sous le sapin un cadeau que ni moi ni ma femme n'avions mis là. Il aurait pu provenir de l'un de nos parents lorsqu'ils sont venus nous rendre visite la veille de Noël. Il aurait pu provenir de l'un des garçons. Il aurait pu provenir de nombreuses personnes, et nous n'y avons pas réfléchi. Il n'y avait pas d'étiquette cadeau dessus, alors nous avons décidé de le laisser là
et de ne pas l'ouvrir avant de savoir à qui il était destiné et qui l'avait envoyé. Lorsque je suis allé dans le salon pour me détendre le 25 décembre dernier donc, j'ai vu que c'était le seul cadeau qui restait sous le sapin. Il s'agissait d'une petite boîte d'environ 15 cm de haut et 15 cm de large, enveloppée dans du papier d'emballage rouge vif. Il y avait un petit nœud vert sur le dessus et tout avait l'air bien emballé. Mais il y avait quelque chose d'anormal dans ce cadeau et je n'arrivais pas à situer. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que le papier d'emballage était complètement vert ce matin-là. En fait, du rouge avait coulé sur le sol autour du cadeau. Tout au long de la journée, nos enfants ont joué avec leur nouveau butin de Noël, pendant que Maria et moi appelions différents membres de la famille pour leur demander s'ils avaient laissé un petit cadeau vert ou rouge sous notre sapin. Au fur et à mesure que la journée avançait et que de plus en plus de membres de la famille nous disaient qu'ils n'avaient pas envoyé ce cadeau, nous commencions à nous inquiéter. Nous n'étions pas vraiment inquiets, mais nous étions vraiment perplexes. Il n'y avait aucun signe d'effraction ou d'entrée par effraction, mais le cadeau devait bien venir de quelque part. Marie et moi, nous avons passé toute la journée à essayer de comprendre, et le soir venu, nous étions mentalement épuisés. Nous avons mis les enfants au lit, et nous les avons suivis peu après. Je suis habituellement un gros dormeur, mais quelque chose m'a réveillé cette nuit-là. Je ne sais pas si c'est un bruit que j'ai entendu, ou si j'ai simplement bu trop de café pendant la journée, mais je me suis retrouvé bien réveillé à 2 heures du matin, et j'avais la gorge sèche comme l'enfer. J'ai fini par me glisser hors des couvertures et j'ai enfilé mes pantoufles, en faisant attention de ne pas réveiller Maria qui dormait à côté de moi. Je suis sorti de notre chambre pour me rendre dans la cuisine, et j'ai failli glisser sur de l'eau renversée sur le sol. En marmonnant un juron, j'ai allumé la lumière de la cuisine, et je me suis servi un verre d'eau. Je suis resté là en silence pendant quelques minutes, buvant mon eau en m'appuyant sur le comptoir de la cuisine. Mon esprit était occupé par des projets de voyage, nous allions au Japon pour le Nouvel An, et lorsque j'eus fini de boire, je posai mon verre dans l'évier et me retournai pour éteindre la lumière. Par hasard, j'ai jeté un coup d'œil vers le couloir qui menait au salon, et c'est là que je me suis figé. De là où je me trouvais, je pouvais voir jusqu'à notre arbre de Noël, et j'ai vu que le mystérieux cadeau avait été ouvert. Et ce sur quoi j'ai failli glisser, ce que j'avais d'abord pris pour de l'eau renversée, s'est révélé être une traînée de sang rouge vif qui partait du cadeau ouvert et se dirigeait vers les chambres. Mon corps est resté figé sous le choc pendant quelques minutes, mais je me suis vite ressaisi. J'ai pris le plus grand couteau de cuisine que nous avions et je me suis glissé dans le couloir, en faisant attention de ne pas faire de bruit. Mon cœur battait la chamade, tandis que je suivais la traînée cramoisie vers les chambres, et mon sang se glaça quand je réalisai qu'elle me menait dans la chambre des garçons. Je restai un moment devant la porte de la chambre, essayant de prendre mon courage à deux mains pour affronter ce qui m'attendait dans l'obscurité. Puis, je suis passé à l'action, en courant dans la chambre et en allumant les lumières d'un seul coup. J'avais essayé de me préparer, mais ce que j'ai vu m'a fait échapper le couteau des mains et m'a fait tomber la mâchoire d'horreur. Mes garçons dormaient dans des lits différents, un de chaque côté de la pièce. Mika, l'aîné, était du côté gauche, et Jamie, qui avait 1 an de moins, était du côté droit. J'ai d'abord vu Mika qui dormait profondément, enveloppé dans ses draps, mais quand je me suis tourné vers Jamie, j'ai failli vomir. Ses draps avaient été jetés hors du lit, et il était étalé sur son matelas dans une position anormalement rigide. Ses membres étaient repliés en arrière de manière à ce qu'aucun os ne puisse bouger, et ses yeux invisibles étaient ouverts et fixaient la voûte céleste. Le sang recouvrait son oreiller, son matelas, tout. À son cou était attachée la chose la plus hideuse que j'ai jamais vue. Elle ressemblait à un croisement entre une sangsue et une limace, et mesurait facilement près de 2 mètres de long, et près d'1/4 de cette longueur en largeur. Et la chose était accrochée à son cou. C'était lisse, visqueux et vert foncé, presque de la même couleur qu'un pain de Noël. Mais en la fixant un instant, j'ai réalisé qu'elle n'était pas attachée à son cou.
Elle était dans son cou. La créature avait ouvert la gorge de Jamie et avait enfoncé sa tête dans la plaie exposée. Tandis que je regardais avec horreur, je voyais la chose pulser et se tordre en se nourrissant du sang de mon fils mort et de Dieu sait quoi d'autre. Pendant une putain de minute, je n'ai pas pu bouger, je n'ai même pas pu détourner le regard. J'ai regardé la chose avec une horreur glacée avant de m'en aller et de retourner dans le couloir en titubant. Je savais que Jamie était mort sans avoir à vérifier, et je savais que je devais appeler la police. Mais je crois que j'étais en état de choc, car tout ce qui me venait à l'esprit à ce moment-là, c'était de tituber jusqu'au salon pour inspecter le cadeau en laissant Mika l'aîné dans la chambre avec cette chose. C'est alors que j'ai vu que la boîte était couverte de sang, et que le dessus de la boîte avait été arraché par la créature qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait quelque chose à l'intérieur, mais je ne pouvais pas le distinguer. Et la police a identifié ça plus tard comme une main démembrée, probablement placée là pour nourrir la créature une fois que la boîte avait été scellée. Pourtant, lorsque je me suis penché pour inspecter la boîte, j'ai vu un petit bout de papier blanc qui n'était absolument pas taché par le sang. Je l'ai ramassé d'une main tremblante, et c'est à peine si j'ai pu distinguer les mots qui étaient inscrits dans une écriture cursive impeccable. Voici le cadeau qui attend tous ceux qui figurent sur la liste des méchants. Je sais que votre fils a tué le chat de la voisine par plaisir, et je sais également que vous avez décidé, en famille, de n'en parler à personne. Que ce soit un avertissement pour vous tous, et que cela vous serve de leçon pour l'année prochaine. Joyeux Noël, le Père Noël. Le village. Il y a certaines rumeurs qui courent en Europe de l'Ouest à propos d'un mystérieux village dont même la position est incertaine. Certains affirment qu'il se trouve en France, près de la frontière suisse, ou bien de la frontière belge. D'autres pensent qu'il serait quelque part dans les Pays-Bas. Certaines personnes pensent même qu'on pourrait le trouver quelque part dans le sud de l'Allemagne. Une théorie avance qu'en réalité, sa localisation ne serait tout simplement pas fixe. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le seul moyen de le trouver serait d'y arriver par hasard, car même les rares personnes disposant d'informations à son propos sont incapables d'indiquer avec précision la façon de l'atteindre. Ce dernier détail est également un des éléments inexplicables de ce village. Personne n'a l'air de pouvoir donner des précisions sur sa localisation. La majorité des informations s'obtient uniquement oralement. La plupart des documents écrits ou plus récemment diffusés sur le net disparaissent assez rapidement, et ceux qui ont eu accès n'arrivent pas à se rappeler de la partie traitant du chemin pour y aller. Les seules traces couchées sur le papier disponibles à ce jour évitent toutes d'en faire mention, allant jusqu'à ne lui donner pour nom rien de plus que le village. Ce que l'on peut en revanche affirmer, c'est que les gens qui ont pu l'atteindre y ont rapidement disparu. Ils n'y ont pas connu de destin funeste et à vrai dire, plus d'un voyageur en est revenu. Mais il semblerait que ce lieu exerce une sorte d'attraction, de gravité sur ceux qui y sont arrivés sans être originaires. Ainsi, celui qui aura trouvé ce lieu une première fois sera forcé, d'une manière ou d'une autre, à y retourner. Le destin de cette personne l'y ramènera toujours, jusqu'à ce que cet endroit devienne une obsession et qu'un jour, elle ne puisse plus en revenir. De plus, si jamais la personne décide d'en amener d'autres pour essayer de se soustraire à cette attraction, bien que cela soit rare, le sort s'abattra également sur ses compagnons. Rien ne semble pouvoir expliquer ce phénomène, bien qu'il y ait déjà eu une tentative. En effet, certaines personnes rapportent l'existence d'un journal datant des années 1700, dans lequel l'auteur, visiblement catholique, décrit le village comme un endroit maudit par le diable qui expulserait tous les habitants y étant nés et les remplaçant par des gens de l'extérieur. Par ailleurs, les originaires du village auraient tendance à essayer d'y amener quelqu'un par tous les moyens avant de le quitter définitivement. L'auteur aurait découvert le village par hasard, alors qu'il voyageait pour affaires,
et aurait par la suite été amenée de plus en plus souvent à le traverser, voire à y séjourner, pour des raisons qui n'avaient absolument pas l'air liées entre elles. Cependant, aucune preuve de l'existence de ce journal, ni de celle des habitants du village, n'a été découverte à ce jour. Les rares personnes étant en possession d'informations sur le village sont généralement membres de familles sans enfants ou monoparentales. En effet, ce sont surtout des familles brisées par le destin de la personne disparue. Elles affirment toutes que peu de temps après être arrivées dans ce lieu, les futurs disparus commençaient à se comporter bizarrement, sans toutefois s'en rendre compte. Ils détruisaient lentement leurs relations jusqu'à s'isoler complètement, considérant leur famille presque comme des étrangers. Ils finissaient tous, à un moment donné, par se montrer obsédés par le même voyage, et disparaissaient un beau jour, ne donnant plus de signes de vie et abandonnant travail, amis, parents, conjoints et enfants. Le village n'a pas de pitié envers ceux qu'il n'a pas choisis lui-même. Quoi qu'il en soit, si vous vous rendez compte que le sort semble toujours vous ramener vers un endroit plutôt reculé, peut-être devriez-vous vous préparer à perdre tout ce que vous avez. Si, quoi que vous fassiez, vous vous trouvez à y aller de plus en plus longtemps et de plus en plus souvent, eh bien, mieux vaut profiter du monde extérieur. Qui sait combien de temps vous pourrez encore le voir ? Certains d'entre vous l'ont peut-être compris, mais ce conte, le village, peut être interprété comme une métaphore de la drogue, en raison de plusieurs éléments symboliques et narratifs qui évoquent les effets destructeurs d'une dépendance. Ce texte parle d'une attraction irrésistible et incontrôlable. En effet, le village exerce une gravité sur ceux qui l'ont découvert, les obligeant à y retourner sans pouvoir résister. Cette force irrationnelle et inexpliquée représente la dépendance que la drogue peut engendrer. Tout comme les personnes dépendantes, les visiteurs du village perdent le contrôle sur leurs actions et finissent par céder à une force plus grande qu'eux. Ensuite, les personnages du texte, une fois liés au village, deviennent obsédés par l'idée d'y retourner. Cette obsession les pousse à négliger et à détruire leurs relations avec leurs proches. Ce processus rappelle la manière dont la drogue peut dévorer l'esprit, transformant l'individu et l'isolant de sa famille et de ses amis. Puis, les visiteurs finissent par disparaître, abandonnant tout ce qui les relie à leur ancienne vie. Cela évoque la spirale descendante de l'addiction où l'individu finit par perdre son emploi, ses proches et son identité. Ce destin inexorable est présenté comme une fatalité, tout comme les effets de la toxicomanie qui, une fois en marche, sont difficiles à inverser. Aussi, le village dont l'existence même semble floue et insaisissable peut être vu comme une métaphore des substances addictives. Ces dernières apparaissent souvent dans la vie des individus sous forme de promesses de réconfort ou de plaisir. Mais elles se révèlent insaisissables dans leur nature destructrice. Tout comme le village, elles n'ont pas de pitié pour ceux qu'elles n'ont pas choisis. Ensuite, le village est décrit comme maudit, repoussant ses propres habitants et cherchant à attirer des étrangers. Cela peut être entendu comme une allusion aux dynamiques sociales et génétiques de la toxicomanie. Les anciens habitants, ou ceux qui s'en sortent, peuvent se sentir repoussés, mais la tentation continue d'engloutir de nouvelles victimes. Enfin, le ton du récit sert de mise en garde. Il avertit l'auditeur des conséquences inévitables de s'attarder dans ce village maudit. Cette mise en garde pourrait symboliser les avertissements fréquents sur les dangers des drogues. Une fois qu'elles prennent pied dans une vie, elles détruisent tout. En somme, ce récit, le village, représente de manière métaphorique l'engrenage de la toxicomanie, une attirance irrésistible, une transformation destructrice de l'individu, et un isolement progressif jusqu'à une perte totale de soi.